Bonsoir les Itata et bienvenue de nouveau dans votre émission Faut causer. Pour ne rien changer, ce soir nous attaquons un sujet assez piquant. Nous parlerons de l'artisanat et du BTP. Car en effet, dans cette émission, nous allons aborder un sujet, une thématique qui est, on dira, un secteur clé dans notre quotidien. En effet, on construit chez nous encore, on rénove des maisons où, et, chers Itata, vous devez être concernés. Vous avez certainement fait appel à un plombier, un électricien, vous avez certainement eu des beaux projets. Et ces projets, bien évidemment, ils doivent rimer avec savoir-faire, avec confiance et avec expertise normalement. Mais ces rêves souvent se transforment en cauchemars parce qu'il y a aussi ces artisans qui ne donnent plus signe de vie, des travaux mal finis, des travaux mal faits, ou encore des silences radio de chefs d'entreprise, ou encore Maître Chantal Honoré, vous en parlerez tout à l'heure. Beaucoup d'abandon de chantier, vous l'avez vu, c'est l'intitulé de notre sujet ce soir avec nos 4 invités que nous remercions d'être là. Bonsoir à vous 4 et merci. Nous traiterons, nous tenterons et vous, à votre niveau en interne, vous tentez de faire changer la donne, cette donne de mauvaise, on va dire, réputation qu'ont certains de nos artisans, malheureusement. Alors, je vais commencer, on va vous présenter tout de suite. On va faire honneur à vous, mesdames. D'abord, Madame Cléricia, merci à vous d'être là. Donc, en quelques mots, Madame Cléricia, vous êtes en effet chef d'entreprise, vous êtes gérante d'une entreprise artisanale dans le domaine de l'électricité, c'est ça. Et vous dites de vous que vous aimez votre métier. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas nombreuses. Vous m'avez bien signalé cet état de fait et vous avez bien raison. Donc, vous aimez votre métier et vous illuminez, vous dites que vous illuminez la vie de vos clients, la vie des gens. Vous éclairez leur quotidien. C'est très bien dit, c'est joliment dit. Et donc, évidemment, quelques mots, vous êtes une femme en quelques mots, déterminée, passionnée et engagée. Tout à fait. Merci à vous d'être là. Alors, pourquoi ce métier? Dites-nous tout. Vous le dites vous-même, vous êtes pas nombreuses du tout, oui. Très peu nombreuses. Pourquoi ce métier? Alors, moi, c'est une reprise d'entreprise. Hein. J'ai un père qui était électricien, qui à un moment décidé d'arrêter. Et j'ai saisi l'opportunité de reprendre. Donc, j'ai été formée par le meilleur, parce que c'est ce que je dis. C'était le meilleur sur le marché. Il m'a transmis cette passion. Et là, je suis encore là au bout de 13 ans. Donc, c'est que la passion est encore là. Et je suis une artisane passionnée par ce métier. 13 années d'expérience que vous nous partagerez dans un instant. Merci à vous. Alors, je passe tout de suite la parole à Monsieur Salomon Henry. Bonsoir, Monsieur Salomon, et merci d'être là. Vous êtes président de la Chambre de métier et de l'artisanat. C'est bien ça. Donc, vous êtes l'invité qu'il nous faut ce soir pour répondre à un certain nombre de questions que nous avons, nous et les Itata, puisque vous le savez, chers Itata, vos questions sont utilisées notamment dans la tribune digitale. On y revient dans un instant. Alors, pour vous présenter, vous êtes militant actif de l'artisanat et de la production locale. Vous êtes investi depuis 40 ans dans la formation des jeunes, des femmes et des adultes. C'est ça, artisan de l'image, mettant vos compétences au service de la valorisation de la Martinique. Alors, monsieur, une question simple. Vous avez une visibilité sur l'artisanat aujourd'hui. Qu'en est-il? Comment se porte l'artisanat en Martinique? L'artisanat, il est très présent en Martinique. En Martinique, c'est 13 000 artisans, donc 4 grandes familles, le bâtiment, les métiers de service, coiffeurs, esthéticiennes, photographes, mécaniciens, les métiers de l'alimentation, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers et d'autres, notamment les traiteurs, et les métiers de la fabrication, donc nos ébénistes, nos bijoutiers, nos artisans d'art. Donc une grande famille qui est en pleine, évolution au niveau de la création d'entreprises sur le territoire. Notre densité est 2 fois plus importante en Martinique et en Guadeloupe que sur le reste de l'Hexagone. Ça veut dire que nous avons besoin de nos artisans et aujourd'hui, être artisan, c'est aussi servir son pays et pouvoir gagner sa vie correctement dans la passion, comme le disait ma collègue. Tout à fait, super. Merci, Monsieur Salomon. On reviendra vers vous dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Serge Capgras. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Capgras, vous êtes ingénieur et vous dirigez un bureau d'études depuis maintenant 35 ans. 35 années d'expertise. Donc, le bureau d'études exerce dans le 97.2, donc en Martinique chez nous, 97.1, 97.3. Donc, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ainsi que dans la région, vous me disiez, dans la région du Gers, c'est ça? Dans le sud de la France. Donc, vous avez participé à de nombreux projets et ouvrages publics et privés. Et vous avez également eu de belles constructions dans nos îles voisines, les îles anglaises. Et vous êtes aussi expert de justice et surtout président du
alors vous disiez Corati, c'est ça? Co-bâti. Cobati. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le Cobati? Alors, le Cobati est une fédération d'associations qui est internationale, qui est présente sur 8 pays. Donc, il y a une association en Martinique. On est au total 4600 à travers le monde, qui regroupe à peu près 175 métiers, mais qui sont toujours en contact avec la construction et l'environnement et tout ce qui touche la construction, l'environnement. Donc, vous pouvez avoir des avocats, des notaires, des journalistes, des géomètres, des ingénieurs, des architectes. En fait, tout corps de métier. Tout corps de métier. D'accord. Voilà. Très bien, on se tourne vers vous, Maître Chantal Hounordé. Bonsoir. Et merci d'être de nouveau parmi nous. Vous êtes une habituée, nos Itata vous connaissent maintenant, Maître Chantal Hounordé. Mais pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, quelques mots pour vous présenter également. Vous êtes donc avocate au barreau de Martinique, mandataire en transactions immobilières et présidente de l'Institut des droits de l'homme et de la Martinique. Tout à fait. C'est ça? Donc vous exercez depuis 18 ans. Et vous avez votre propre cabinet depuis 15 ans maintenant. Vous êtes pénaliste, civiliste et vous intervenez en droit pénal, droit de la famille, droit immobilier et droit du travail. Droit immobilier, évidemment, c'est pour cette raison que vous êtes là ce soir. Nous sommes dans le thème. Oui, merci d'être là. Alors justement, sans transition aucune, est-ce que vous avez beaucoup de cas de plaintes posées en Martinique par rapport à l'artisanat, les abandons comme on disait, de construction, de chantiers, etc.? Oui, on ne pourra pas dire que non. C'est vrai que c'est un secteur d'activité assez qui se développe et qui, de toute façon, intervient dans les foyers. Vous avez parlé des possibilités de projets, construction, rénovation. Donc forcément, à un moment donné dans sa vie, quelqu'un aura toujours eu besoin d'avoir recours au service d'un professionnel de la construction pour une raison ou une autre. Et donc, à cette occasion, dans le cadre de la relation contractuelle, il peut y avoir des difficultés. Et je pense que comme beaucoup de confrères, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas de contentieux. Au contraire, il y a effectivement une problématique et beaucoup de procédures qui concernent des insatisfactions ou des expertises à mettre en œuvre par rapport à des divergences ou des difficultés à l'occasion de la réalisation de ces travaux. D'accord, très bien. Alors, Madame Cléricia, je me tourne tout de suite vers vous. Vous représentez les artisans du BTP ce soir. Comment vous réagissez quand vous entendez parler de litiges, d'abandon, de chantier, vous, en tant que chef d'entreprise? Écoutez, je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que ça ne nous donne pas une bonne image. On en entend parler, hein, je vois avec les clients, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Après, je pense qu'il faut revenir sur l'artisanat. C'est assez global parce on va souvent condamner l'artisan, alors que souvent, ce n'est pas l'artisan professionnel qui est responsable. Parce que vous avez, c'est assez compliqué à comprendre, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui se disent artisans et qui ne le sont pas. Savoir que pour être artisan, il faut déjà avoir un diplôme. Ou alors embaucher quelqu'un qui a un diplôme. C'est une obligation. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. Donc ça permet déjà c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui est diplômé dans son métier. Qui a une expertise. Donc après, je ne sais pas si Maître Chantalou, après, si elle pourra donner plus de détails là-dessus. Mais après, je ne sais pas si toutes les personnes avec qui elle a des litiges, est-ce qu'elles sont vraiment des artisans? Il y a ça aussi à comprendre. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas l'amalgame sur l'artisan, parce que il faut pas noircir ce tableau-là, qui est très important parce qu'il permet à beaucoup de gens de vivre en Martinique, et permet à beaucoup de gens aussi d'avoir un emploi. L'artisanat emploie beaucoup de personnes, elle participe à l'apprentissage de beaucoup de jeunes, elle forme beaucoup de jeunes, cette partie-là. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier de le signaler. Alors, quand nous sommes clients et que nous faisons appel à un professionnel qui a mis ses coordonnées sur les réseaux, les pages jaunes, etc., comment est-ce que nous pouvons vérifier, nous, clients, les Itata, que cette personne est vraiment ce qu'elle dit être ou qu'elle maîtrise son expertise? Est-ce qu'il nous faut demander le diplôme à chaque artisan qui se présente devant nous? Alors déjà, vous pouvez déjà faire un premier classement, c'est-à-dire déjà demander le CABIS ou l'extrait D1 qu'on est bien artisan et bien déclaré à la Chambre des métiers. Ça, c'est déjà très important. Hein, c'est la fiche d'identité de l'artisan. Ensuite, il y a l'assurance qui a son importance.
que chaque artisan dans le BTP doit être assuré. Donc ça permet aussi, c'est un gage aussi de professionnalisme, c'est-à-dire qu'il s'engage, lui, à payer chaque année une assurance qui le couvre en cas de problème, en cas de difficulté. Donc ça veut dire déjà qu'il s'engage dans sa profession. Ensuite, après, il faut aussi voir quel type de chantier il a déjà fait, discuter, échanger. On est sur quand même un pays, enfin sur une île, toute petite île, entre guillemets. On est quand même, on est 13 000 artisans en Martinique, on est 5 000 dans le BTP, à peu près. 5 500 dans le 5 BTP 500 dans le BTP. et 7 000 employés. Voilà, les 7 000 employés. Donc je pense qu'un artisan, vous pouvez vite savoir s'il a déjà pignon sur rue, lui demander aussi quel chantier il a déjà fait. Ça aussi, ça a son importance de savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait. Est-ce qu'il a des photos? On peut demander des photos, c'est important. Mais je pense que déjà demander les chantiers qu'il a déjà fait. Donc je pense que ces trois déjà caractéristiques ont déjà leur importance. Ça permet déjà de trier et d'éliminer beaucoup de personnes. Monsieur Salomon, suite à ce que vient de dire Madame Cléricia, une question me vient. Vous auriez un répertoire que pourrait consulter un client qui chercherait un artisan dans le domaine de l'électricité, la plomberie ou toiture, peinture, etc. Et notation également dans ce répertoire ou pas? Quelque chose de similaire? Alors effectivement, il y a un répertoire. Donc son nom, donc on le trouve sur le site artisanat.fr. Donc vous tapez, c'est le site du réseau de chambres de métiers. Vous tapez Martinique. Et vous allez avoir la liste des artisans. Vous pouvez chercher par catégorie si vous avez besoin d'un pâtissier, d'un photographe, d'un artisan du bâtiment. J'aimerais remettre les choses dans son contexte parce que le sujet de l'émission, peut-on faire confiance à un artisan du bâtiment? Et je pourrais poser la question, peut-on faire confiance à un enseignant, à un prêtre, à un docteur, à un avocat? Dans chaque corps des métiers, donc il peut y avoir des problématiques d'ailleurs. C'est ce qui vous fait vivre, hein, donc vous les avocats, donc pour pouvoir défendre que ce soit des artisans, des clients qui rencontrent des difficultés. Et il faut faire confiance donc aux professionnels, hein, et c'est valable pour tous les corps de métier que j'ai cités, et notamment pour les artisans. Moi, je ne peux pas imaginer que l'on construise une maison, que l'on se dise on va laisser un jobber faire l'électricité, faire l'étanchéité, ça amènera forcément des problèmes. Au niveau de la chambre de métier, donc ma collègue le disait, il y a une demande de qualification. Il y a des artisans, et je le sais, hein, j'ai fait des travaux récemment chez moi. Je me suis adressé à un artisan avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui je fais confiance. Il m'a dit il va falloir patienter. Et j'ai patienté, parce que je sais que je peux lui faire confiance. Et c'est le sujet de l'émission. Et on peut faire confiance à la plupart des artisans. On parle souvent des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Eh bien, il y a plein d'artisans qui arrivent à l'heure et qui finissent leur chantier, j'allais dire, comme il faut, en respectant les délais. Il peut y avoir aussi des inconvénients, mais en tout cas, dans une bonne relation, j'allais dire, avec leurs clients. Sinon, madame serait débordée. Il n'y aurait pas assez d'avocats sur la Martinique pour gérer toutes ces problématiques. Donc, on peut faire confiance aux artisans. Il y a un répertoire où on peut trouver des artisans. Et j'invite surtout à se confier des travaux, quels qu'ils soient, à des artisans, parce que c'est un gage de sécurité. Et dernière précision, c'est sur le coût d'un artisan. Certaines personnes vont toujours vouloir aller au moins cher, et vous trouvez toujours du moins cher, des fois, qui n'est pas déclaré, ou alors qui va vous faire les choses à la va-vite. Et là, il faut aussi se renseigner en tant que client, il faut être responsable. Quand on vous propose un prix, j'allais dire qui est vraiment trop alléchant, dérisoire pour faire des travaux, il faut aussi être raisonnable et se méfier. Tout se paye, la main-d'œuvre, les matériaux, les garanties comme l'assurance de l'entreprise, l'entretien du matériel. Donc si le prix est dérisoire, c'est aussi une alerte rouge, il y a un problème. Donc là aussi, il faut être des clients responsables, des consommateurs responsables pour entretenir les meilleures relations avec nos artisans du bâtiment. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Salomon, qu'en effet, quand bien même, souhaitons-le, que la grande majorité soit honnête et respecte les délais, en tout cas, essaye. Il y a aussi un certain nombre d'artisans qui ne le font pas, qui ne respectent pas, qui partent avec les sommes d'argent qui ont été versées, etc. Est-ce que la Chambre de métier met en place un système de surveillance? J'ai envie de poser cette question. Comment vous encadrez les artisans? Est-ce qu'il y a un encadrement qui existe? Alors, ce n'est pas notre rôle de faire la police ou de voir s'il y a respect de la concurrence ou des fraudes.
Par contre, c'est vrai, effectivement, nous pouvons être alertés. Déjà, nous sommes alertés. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des appels, et ce n'est pas un message que j'envoie aux téléspectateurs, pour me demander est-ce que la Chambre de métier peut conseiller un artisan. Nous, on est là pour tous les artisans. On n'a pas à conseiller Le client. de clients, en tout cas de favoriser un artisan par rapport à un autre. Mais ce que l'on va leur dire, c'est de d'abord vérifier que c'est bien une personne qui a la qualité d'artisan, que l'entreprise a une bonne réputation, demander ce qu'elle a fait avant et surtout voir si le prix tient la route. Au niveau des problématiques qui nous ont signalées, on peut nous signaler des personnes qui ont été abusées par un artisan. Et je peux vous dire que 9 fois sur 10, la personne qui est signalée n'est pas artisane. On me dit, voilà, j'ai fait ça avec telle personne, et ça ne concerne pas que le bâtiment, ça concerne aussi d'autres métiers. Ce ne sont pas des artisans. Et c'est 9 fois sur 10. Quand il y a des problèmes, ça m'est arrivé aussi de passer un coup de fil pour dire, voilà, j'ai été alerté par ça, parce que bien souvent, on connaît ou des élus connaissent les artisans. D'ailleurs, tiens, c'est anormal, il a plutôt bonne réputation. Et il y a parfois aussi des problèmes de communication. Vous avez payé pour refaire, vos tôles, mais il y a un autre problème ailleurs, et ce n'est pas ce que vous avez payé. Votre artisan ou la personne à qui vous avez commandé le travail va faire la réparation des tôles et échanger les tôles. Mais s'il faut changer le faux plafond, s'il faut changer, si en démontant les tôles, on s'aperçoit qu'il y a des termites dans les charpentes, et là, je le sais, ça m'est arrivé. Donc, je fais changer ma toiture, on me dit, vous avez un problème de termites. Voilà, oui, ça a été un rajout au devis, mais ça a été signalé par l'artisan. Ça aussi, ce sont des coûts supplémentaires et qui sont justifiés. Ce n'est pas de son fait, tout à fait. Voilà, donc il peut y avoir, des abus, comme dans tous les secteurs, et ce n'est pas que l'artisanat, mais bien souvent, il y a aussi des problèmes de communication. On pense que l'on paye une chose, et en fait, on veut tout. Donc, c'est-à-dire que la maison soit complètement refaite et étanchéifiée, alors que l'on a demandé à l'artisan de n'intervenir que sur un point précis. Donc ça aussi, cette communication, il faut qu'elle soit déjà bienveillante entre les deux parties. Faire confiance aux artisans parce qu'ils vous annoncent aussi, parfois ils viennent vous faire un diagnostic, vous dire ok, il faut faire la peinture, mais vos enduits ont des problèmes, vous avez des infiltrations d'eau qui viennent de votre terrain, ou voire même qui viennent du terrain d'à côté, donc il faut résoudre ce problème. La réalité du bâtiment, c'est ça. Pour la plupart des artisans, vous ne pouvez pas faire un devis au téléphone et souvent on dit oui, on voudrait comparer les prix. Ce n'est pas possible. Faites venir quelqu'un, faites-lui faire un diagnostic et après, vous pourrez voir si le prix est compétitif ou pas. Très bien. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir, au contraire, M. Capra, je vous en prie. Je voulais un petit peu sur aussi bien ce que dit le président Henri Salomon et Mme Claricia. C'est qu'effectivement, l'industrie du bâtiment est une industrie très complexe. Donc, il faut effectivement, dès le départ, avoir affaire à des gens qui sont assurés et qui y sont formés. Alors, le client, les ITATA, ne savent pas que c'est un domaine où la réglementation est abondante, très abondante. Donc, il faut se faire accompagner. On ne peut pas décider de prendre ne serait-ce que pour refaire sa toiture, il y a des règles, c'est-à-dire quand vous voyez, par exemple, les fixations en bordure de toiture, et au milieu de toiture, elles ne sont pas les mêmes. Il y a des règles par rapport au cyclone, etc. Donc, ce que je conseille, effectivement, c'est d'avoir quelqu'un du métier qui vous accompagne. On ne peut pas, du jour au lendemain, décider qu'on puisse maîtriser, puisque c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, maîtriser des travaux chez soi. Donc, la première condition, effectivement, c'est de se faire accompagner, déjà pour choisir les artisans. Et effectivement, il y a beaucoup de litiges, puisque je suis également expert judiciaire. Oui. On rencontre effectivement beaucoup de désordre, d'une part, puisque les clients pensent pouvoir maîtriser tout seuls ce qu'ils ont à faire, et ce n'est pas le cas. C'est ça. Et justement, la question qui suivait celle de M. Salomon, qui vous était adressée, c'est est-ce qu'un client peut se protéger en faisant appel à un bureau d'études comme le vôtre?
Eh ben, théoriquement, oui, puisque comme l'artisan, il faut également que le bureau d'études soit assuré. Mm. Et on peut aussi se référencer, se faire savoir, puisqu'il y a des référencements et des qualifications qui sont payés chaque année avec des inspecteurs, des sociétés qui sont faites pour ça. pour D'accord. la Et vous qualification. intervenez en tant qu'expert judiciaire de quelle manière? Quels seraient les cas Ah de figure? ben, Sans citer de nom, hein, bien non, je ne sûr. citerai aucun nom, mais effectivement, il y a tous les cas. Il y a des chantiers qui ont été abandonnés, comme c'est le cas de l'émission. Il y a également des chantiers qui, effectivement, où le client s'est fait avoir parce qu'il a trop payé. Il ne sait pas comment il faut payer, comment on gère un avancement de chantier. Et effectivement, il se fait avoir. Donc, je rencontre beaucoup de cas comme ça. Mais je dois dire qu'il y a également de bons artisans qui sont effectivement passionnés. Parce que le mot artisan, déjà, veut dire ce sont des gens passionnés. Mhm. Voilà, les véritables artisans. C'est ça. Très Donc, bien. alors, Oui. également par rapport au prix, il faut connaître les prix pour pouvoir comparer. Un client qui a une maison à faire ou un chantier, ne serait-ce qu'une réparation, ne sait pas combien coûte l'étanchéité, puisque c'est la première fois ou ça fait 20 ans qu'il l'a fait, ou combien coûte le béton, comment se met le ferraillage, etc., etc. Il faut vraiment se faire accompagner. Mhm. D'accord, très bien. Maître Chantalou-Nordé, quelles seraient les démarches? Comment venir vers vous, faire appel à vous dans le cas d'un litige? Alors, c'est vrai que Vous ou toute autre avocate, hein, bien évidemment. oui, bien évidemment, dans l'absolu, Dans l'absolu. se faire assister. Donc, Mhm. se faire assister, c'est par un homme de l'art, comme M. Capgras l'indiquait, pour pouvoir déterminer, être accompagné dans une construction, dans des travaux, parce qu'on n'est pas du métier, on ne peut pas savoir. Mais le conseil juridique est important, d'ailleurs, j'ai envie de dire, tant pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui commande les travaux, le client, Mhm. que pour le professionnel, d'ailleurs, pour installer une relation contractuelle et se faire conseiller pour savoir quel choix faire, voir un avocat qui a l'activité non pas simplement de contentieux lorsqu'il y a le problème, mais de conseil pour éviter qu'il y ait des problèmes, pour aiguiller. Il a été question d'assurance pour bien attirer l'attention du client sur la nécessité de vérifier que le professionnel est souscrit aux assurances obligatoires, les dommages ouvrages, la décennale, effectivement ne pas avoir affaire à un jobber parce que donc à un moment donné tout ce qui affecte la solidité, les murs, ben il faut être protégé pendant un certain temps. S'il y a un problème 5, 6, 7 ans après, pouvoir se dire qu'on se retourne vers cette assurance-là. Donc accompagner donc ces personnes sur les questions à se poser sur les assurances et puis les réactions à avoir quand il y a la difficulté. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsque finalement une semaine passe, 15 jours, d'abord 3 ouvriers, puis un demi, puis personne, et les jours passent et la saison des pluies arrive, et on se rend compte et on se dit, ben, finalement, c'est ça un abandon de chantier. Est-ce que tout de suite, on va mandater quelqu'un pour dire, ben, le temps passe, il faut que vous interveniez parce que ben, la précédente entreprise a déserté, moi, ce que je fais, que fait-on? Le rôle du conseil, c'est d'indiquer comment ça se fait, puisqu'en réalité, on n'a pas le droit donc, de mandater une autre entreprise sans avoir dénoncé et mis fin au chantier, au marché précédent, par exemple. Donc, il y a des règles pour que, comme on dit chez nous, nos raisons ne passent pas pour nos torts. C'est-à-dire respecter un process pour se dire, moi, je suis une victime d'une situation, qu'est-ce que je fais? Comment j'apporte la preuve de l'existence de cette situation? Il y a un abandon de chantier. Est-ce que je modifie des choses? Comment je fais pour démontrer cet abandon? Eh ben, l'avocat va évidemment donc donner le conseil de faire procéder à un procès verbal de constat qui sera établi par un commissaire de justice qui va venir graver dans le marbre la situation, faire des photographies et donc ça fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc là déjà c'est donc la charge de la preuve, comment démontrer et ensuite comment faire, donc dénoncer un marché après avoir mis en demeure, après avoir demandé des explications avant de faire intervenir quelqu'un d'autre. Monsieur Capgras, vous souhaitiez réagir sur ce qu'a dit Maître Oui. Chantalou-Nordé à l'instant. Maître Chantalou-Nordé a prononcé à plusieurs reprises le mot marché. Donc, il faut bien comprendre que quand on construit un ouvrage d'une certaine importance, il n'y a pas que le devis. Le devis, c'est la partie technique, souvent que le client ne maîtrise pas ou ne comprend pas très bien, mais il faut un texte qui réglemente le rapport entre le client et l'artisan et qui définit tout ce qui est normes qui seront appliquées,
les dates de paiement, les façons d'être payé, qui permet effectivement, en cas de litige, après de pouvoir régler les problèmes. Il Une faut forme de absolument les contrat. deux. C'est un contrat. Mhm. On dit un marché, mais le marché comprend la partie écrite, ce qu'on appelle les pièces écrites, et les pièces dessinées et les pièces techniques. Donc, en Voilà. d'autres termes, dans le BTP, signer un devis ne fait pas... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. suffit pas. D'accord. Effectivement, on peut se retrouver devant d'énormes problèmes en ne signant qu'un devis. Super, très bien. Alors, information à prendre de taille à prendre en considération, chers Zitata. Je me tourne vers vous. Merci, Monsieur Cabra. Madame Cléricia, alors, une question très simple. Hein. Vous êtes... est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre le relais sur un chantier abandonné par un de vos confrères ou de vos consoeurs et est-ce que quel est le rapport dans ce cas-là avec les clients? Est-ce qu'ils comprennent quand il y a eu abandon de chantier? Est-ce que c'est deux questions en une, vous me pardonnerez. Est-ce que, parce que le temps court, file vite et j'ai beaucoup de questions. Est-ce que, dans ce cas de figure, est-ce que les clients comprennent que parfois, manque de gestion, manque de formation, comment ça se passe, vous qui prenez la suite? Alors souvent, quand les clients nous appellent, ils sont déjà dans un point désespéré. Mhm. Donc, alors pour moi, en électricité, c'est compliqué de reprendre un chantier qui a déjà commencé. Surtout s'il n'y a pas de plan, il n'y a rien, donc c'est très compliqué. Souvent, on peut me demander, ça m'est déjà arrivé, qu'on me demande d'intervenir à la fin. C'est-à-dire quand l'électricien il a presque fini, sauf qu'il manque une partie qui est obligatoire, c'est le consuel. Donc, et moi, je ne peux pas en fait faire une demande de consuel pour une installation que je n'ai pas faite. Donc c'est assez compliqué en électricité, on est un métier assez normé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, il y a surtout une histoire de garantie. C'est-à-dire que quand vous faites une installation, votre installation, elle est garantie avec la garantie décennale ou biennale pour nous. Donc, on peut pas. C'est compliqué d'intervenir sur une installation qui a déjà commencé. Alors, pour un maçon, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Après, il faut voir, parce qu'il y a des plans, peut-être pas plus simple. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très complexe de reprendre un chantier. Donc, moi, souvent, je dis aux clients, essayez de rappeler l'ancien artisan. Je ne sais pas, il y a des solutions, trouvez-le. Il y a des. Monsieur Capgras, qu'est-ce qui se passe s'il ne répond plus au téléphone et qu'il joue à la sourde oreille? Elle a bien touché le problème, il y a un problème de responsabilité. On ne sait pas, après, quand on arrive devant la justice, qui est responsable si ça ne fonctionne pas, même si elle intervient totalement à la fin. C'est-à-dire que l'artisan précédent pourra dire elle a touché à mon installation. Tout à fait. Ma garantie ne fonctionne plus, ne marche plus. Et c'est comme ça. Donc, il y a de grosses difficultés. Il faut d'abord passer en justice pour pouvoir intervenir après. Vous vouliez réagir Non, tout à fait. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc M. Cabra est expert judiciaire. Il faut faire un état des lieux, c'est-à-dire avant de poursuivre, il faut déjà faire une évaluation et qu'on puisse déterminer quels sont les désordres, quelle est la situation, pour pouvoir graver dans le marbre la situation à un moment précis pour ensuite avancer. Donc, à ce moment-là, faire une procédure et saisir un juge, et souvent c'est le juge des référés, donc de l'urgence, qui va ordonner une mesure d'expertise. Comme ça, vous aurez un expert, quelqu'un d'impartial, homme ou femme de l'art, qui va pouvoir faire un constat, donc au-delà de ce que l'huissier, le commissaire de justice aura fait précédemment, mais on sait qu'à tel moment, nous sommes dans telle situation. Et lorsqu'on est dans telle situation, le préjudice, il est de telle nature et il s'indemnise, en tout cas, il va être évalué, on pourra évaluer le niveau de préjudice. Et ensuite, l'entreprise pourra être mandatée pour poursuivre, mais sa responsabilité ne sera pas engagée au regard de ce qui aura pu être fait précédemment. D'accord. Monsieur Salomon, dites-nous tout. On va parler un petit peu argent, sous-sous. Est-ce que l'artisanat local aujourd'hui est rentable pour un jeune qui veut se lancer dans le métier face aux grandes entreprises ou encore aux matériaux qui sont importés aujourd'hui? Oui, on peut vivre de l'artisanat. D'ailleurs, je parlais de 13 000 artisans en Martinique. Alors, certains vont vivre correctement, d'autres vont avoir des difficultés, surtout quand ils lancent leur activité ou s'ils sont dans un secteur tendu. Mais on peut vivre de l'artisanat. On ne deviendra pas milliardaire. Enfin, en tout cas, je le souhaite que certains puissent le devenir. Ce n'est pas des activités qu'on fait pour l'argent. C'est d'abord des activités qu'on fait parce qu'on aime ce métier. La plupart des artisans, ils avaient une passion, un talent qu'ils ont décidé, j'allais dire, de mettre en activité, de créer une entreprise et de vivre de ce talent, de cette passion. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire,
un gène qu'on trouve chez tous les artisans. Donc on peut vivre de l'artisanat et il faut que l'artisanat vive parce que si vous n'avez plus d'artisans, imaginez que demain il y a un cyclone comme celui qu'a eu Mayotte. Qui va reconstruire nos maisons? Qui va nous mettre en sécurité? Ce sont des artisans du bâtiment. Donc il faut qu'on puisse compter sur eux, il faut leur faire confiance et aussi il faut qu'ils puissent vivre, c'est-à-dire dans de bonnes conditions, avoir des devis qui respectent aussi, j'allais dire, les travaux qu'ils vont réaliser, les matériaux qu'ils vont employer. Il faut aussi pouvoir former la nouvelle génération. Et si nos artisans, on ne leur donne pas de travail, eh bien, ils n'auront pas aussi à former des jeunes. Donc on a besoin d'une nouvelle génération. On est un pays vieillissant au niveau démographique, et c'est valable aussi pour l'artisanat comme pour tout le monde de l'entreprise. Donc il faut miser sur nos entreprises. Et au-delà j'allais dire, du client, il faut aussi que nos politiques, c'est-à-dire nos institutions, conçoivent que le développement de la Martinique passera par le développement économique, parce qu'à partir du moment où vous avez de l'activité, à partir du moment où les gens travaillent, où des jeunes peuvent se dire, oui, je vais créer une entreprise, je vais gagner ma vie, donc c'est de l'espoir, je vais dire, pour une personne, de la richesse pour notre territoire, eh bien là, vous amenez aussi une paix sociale, parce qu'il vaut mieux que des jeunes travaillent plutôt qu'ils n'aient rien à faire. On a vu aujourd'hui, j'ai regardé la presse, ça n'arrête pas de tirer dans tous les sens, le narcotrafic qui se développe. Eh bien, il faut ouvrir des voies, j'allais dire, plus sécurisées, plus honorables à notre jeunesse. Si on ne le fait pas, on sera aussi responsable de la violence, j'allais dire, qui se développe dans notre territoire. C'est ça. Et vous parliez d'institutions. Est-ce qu'il existe des aides, des dispositifs pour un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, de l'artisanat, et qui voudrait développer sa structure? Alors déjà, il a sa chambre de métier pour le conseiller, pour l'aider à créer son entreprise, pour voir aussi au moment de la création s'il a bien les qualifications. Donc, Madame Clarissa le disait, vous ne vous lancez pas dans le bâtiment, vous ne devenez pas électricien sans qualification. Donc ça, nous conseillons donc aux jeunes qui n'ont pas, ou aux jeunes ou moins jeunes qui veulent créer une entreprise, qui n'ont pas les qualifications, de se former, parce qu'il y a des centres de formation aussi sur le territoire. Nous accompagnons aussi bien ceux qui créent que les artisans. Hier, nous avons eu une actualité sur la formation des artisans, puisque nous travaillons aussi au niveau de la Chambre de métier pour faire en sorte qu'il soit plus facile pour nos artisans de se former, d'avoir des frais de prise en charge lorsqu'ils doivent se déplacer, parce que c'est bien de se former, mais ça coûte. Vous ne travaillez pas quand vous vous formez, que vous êtes artisan, vous n'êtes pas payé, et parfois vous devez aller apprendre une spécialité à l'extérieur, ça coûte très cher. Eh bien, il faut qu'on puisse les accompagner. Et hier, nous annoncions donc une bonne nouvelle pour nos artisans. 2 fois par an, ils peuvent disposer de 1 500 € pour un billet d'avion, un hôtel et des frais de restauration lorsqu'ils vont se former sur l'Hexagone. Et avec même aussi un accompagnement pour ceux qui vont se former en Guadeloupe ou en Guyane. Donc ça, c'est le travail que nous faisons. C'est ce qui permet aussi à faire monter, j'allais dire, le niveau de compétence de nos artisans, et ce qui est un gage de confiance pour nos clients, pour notre territoire. C'est formidable et j'espère tous les jeunes qui nous écoutent, nos Itata qui sont là, ça va leur donner envie de savoir que l'accompagnement se fait, les dispositifs sont mis en place, donc nous ne pouvons qu'encourager ces initiatives. Je me tourne vers vous, Monsieur Cabra. Une question concernant votre bureau d'études, vous pourriez nous répondre à cette question. Les réalités géographiques, tout à l'heure, Monsieur Salomon parlait de cyclones ou de toute autre chose qui pourrait frapper notre petite île là, au milieu de l'océan. Les réalités géographiques que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les artisans sont prêts à affronter ce qui peut nous tomber dessus à n'importe quel moment? Bien entendu, les artisans qui sont prêts sont ceux qui sont inscrits à la Chambre, donc qui sont suivis et qui ont une formation. Et effectivement, il faut qu'ils soient également encadrés parce que quand on a affaire à un cataclysme, ce sont des situations d'urgence. Il faut être vraiment organisé, donc il faut toute une organisation pour que les artisans puissent réagir. Donc ils vont pas partir à l'aventure tout seuls, il faut toute une organisation avec les services de l'État, les services de la collectivité. Et ils se forment pour ça? On parlait de formation tout à l'heure. La prise en charge à l'extérieur, soit en France ou ailleurs, les formations existent devant
ce qui peut nous tomber dessus Je peux sur le plan climatique. Oui. Alors, les formations, elles existent, pas que pour, que pour les cyclones, elles existent. Nous voulons inciter les artisans à pouvoir faire ces formations pour faire monter leur niveau de compétences et surtout leur apporter une aide financière grâce au fonds d'assurance formation pour qu'ils puissent réaliser ces formations. C'est très, très important. Et, on parlait des cyclones. Alors, il n'y a pas que les cyclones qui peuvent affecter aussi la construction. Aujourd'hui, vous avez les sargasses, vous avez les tremblements de terre. On fait un travail aussi au niveau des institutions. Donc, le COBATI y participe aussi, donc la Chambre de métier, la Chambre de commerce, les organisations professionnelles du bâtiment, dans le cadre de la CERC, la cellule économique régionale de la construction, pour faire évoluer les normes de construction. Puisque aujourd'hui, nous sommes un territoire, nous sommes français, donc dans le cadre de l'Europe, et en fait, on est soumis aux normes européennes pour la construction, sauf que les Européens, ils n'ont pas des cyclones comme celui qu'a connu Saint-Martin, ils n'ont pas les problématiques des sargasses, ils ne sont pas soumis aux tremblements de terre comme nous le sommes aussi. Donc nous faisons ce travail, et je félicite la CERC pour le travail qu'elle porte à ce sujet, pour faire évoluer les normes et qu'on puisse avoir nos normes, parce qu'à partir du moment où on aura nos normes, on va pouvoir faire des formations en fonction de ces nouvelles normes et surtout privilégier des matériaux qui résistent aux sargasses, qui résistent aux tremblements de terre, voire même qui résistent à nos termites, parce qu'elles sont très coriaces et j'allais dire gloutonnes. Et là aussi, eh bien, les termites, c'est aussi un problème que l'on ne retrouve pas dans les constructions européennes. En tout cas, moins que chez nous. Donc, en résumé, quand on va sur votre site, vous le disiez, nous, on a une garantie, c'est que les artisans qui se présenteront sont formés, on peut leur faire confiance. S'ils sont répertoriés chez vous, c'est qu'il y a un suivi derrière, un encadrement. On les connaît. Vous les connaissez? Alors, oui. Il y a un encadrement parce qu'ils, s'ils sont artisans dans le bâtiment, ça veut dire qu'ils ont les qualifications. Donc ça, c'est un gage de sécurité. Maintenant, avec la même qualification, vous avez un artisan qui aura plus de compétences, qui va faire des choses merveilleuses. Ça, nous ne le notons pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner. C'est pour ça que lorsqu'on est accompagné, si vous faites une maison dans un endroit qui est très, très, très humide, bien, la personne qui va vous accompagner ou le bureau d'études pourra vous dire: je connais le spécialiste de ce type de travaux ou de construction, et il vous orientera vers des professionnels. Voilà. En fait, c'est du bon sens. C'est comme si on va se faire opérer, on va choisir un spécialiste. On ne va pas demander à son généraliste de vous réparer une vertèbre. C'est la même chose pour la construction dans le bâtiment. D'accord. Vous l'aurez compris, chers Zitata, renseignez-vous. Alors, dans un instant, nous passerons à notre tribune digitale, mais bien avant, j'aimerais partager avec vous quatre, en préparant cette émission, un témoignage que j'ai reçu d'une jeune dame célibataire avec 2 enfants. Elle dit qu'elle a fait un prêt en 2019 pour construire sa maison. Et elle est seule avec ses enfants. Elle a reçu son prêt, le montant, en 2019. Elle a fait l'erreur de payer, globalement de tout payer en une fois. Depuis 6 ans maintenant, pas de maison, elle n'y est pas encore rentrée et elle m'écrit, elle me dit: les différents corps de métier se rejettent la faute. Que faire? Vous voulez une réponse? Écoutez, autant que faire se peut. Déjà, c'est dramatique pour cette dame et je comprends donc sa souffrance. Donc avoir investi et avoir, j'allais dire, rien en retour, il y a déjà une précaution. C'est lorsque vous travaillez avec les artisans, et je le vis, puisque moi aussi, ça m'arrive de faire des travaux, l'artisan vous dit: ça va vous coûter tant, il y aura un acompte parce que je dois commencer les travaux, je dois acheter des matériaux, ensuite vous me paierez donc l'autre partie, et le solde à la fin des travaux. Et même dans certains cas, le solde, il est, pour certains travaux, en tout cas sur les marchés publics, il y a une partie qui va être récupérée, normalement quand tout se passe bien, 1 an après. Ça veut dire pour s'assurer que tout va bien et que l'engagement du constructeur a été respecté. Et il ne faut pas tout donner. Et ça, c'est valable pas que pour la construction dans le bâtiment. Si vous donnez tout sans vous assurer que vous avez en face de vous une entreprise sérieuse, vous prenez un gros risque. Donc là, je pense qu'il y a eu un risque important qui a été pris.
Et la plupart des artisans sérieux, vous leur demandez de vous construire une maison, ils ne vont pas vous demander la somme là comme ça, cash, en vous disant si je n'ai pas mes 150 000 euros, mes 600 000 euros, je ne commence pas les travaux. Parce qu'eux aussi, ils sont raisonnables, ils ont conscience que c'est une somme à sortir, et en général, c'est étalé, ça sécurise l'artisan, mais ça sécurise aussi le client. Et bien sûr, ça n'empêche pas les problèmes, mais ça, c'est déjà une première sécurité qui aurait dû être, utilisée et que j'en conseille à tout un chacun, quel que soit le type de service. C'est ça. Alors, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'en général, l'établissement bancaire qui octroie le prêt ne libère pas les sommes comme cela. Il y a des appels de fonds. Oui. Il y a des appels de fonds, donc étape par étape. Et donc, c'est vrai que je suis assez surprise de ce que l'intégralité des sommes, l'objet du prêt, ait pu être mise à l'entreprise. Donc, il faudrait s'interroger sur cela. Et surtout, il faut... Alors, je vous interromps, je suis désolée, j'ai eu plusieurs cas de figure comme ça. cela. Ah oui, plusieurs Voilà. témoignages Voilà. de personnes qui m'ont écrit évidemment en privé. Malheureusement, Bien sûr. je souhaitais que ces personnes soient sur le plateau, Mais au c'est moins une d'entre elles. C'est compliqué. C'est Certains compliqué, sont d'ailleurs voilà. en procès. C'est ce que j'allais... C'est voilà. ça. Et cette dame singulièrement reconnaît l'erreur. Alors, je n'ai pas été justement à poser la question pourquoi toute la somme, puisqu'elle a d'elle-même reconnu. Mais la question vraiment est que faire aujourd'hui? L'État, le constat est là. Elle n'a pas de maison. 6 ans plus tard, elle n'est toujours pas dans cette maison parce qu'elle m'expliquait que le carreleur rejette la faute à l'électricien ou encore à celui-là. Que faire dans ces cas-là? Exactement. Interrompre les délais déjà pour pouvoir diligenter une procédure. Vous indiquez que certains sont d'ores et déjà en procédure, mais ne pas laisser le temps passer. Puisque l'ennemi de personnes victimes de ce type d'agissement, c'est le temps. Donc, il y a toujours des délais pour agir. Donc, immédiatement, saisir une juridiction compétente. Et je rebondis, et je suis d'accord avec M. Cabra, saisir le juge qui va ordonner une expertise, puisqu'on se rejette la faute, c'est l'expert impartial qui va dire qui est responsable de quoi. Donc là, ce ne sera plus une question de discuter. Il y aura donc un professionnel avec donc le juge qui va en tirer toutes les conséquences de droit. Les responsabilités seront déterminées et donc il y aura évidemment des remboursements. L'expert, c'est vous, donc, Oui, dans le cas de figure. Mais l'exemple que vous avez pris est symptomatique, puisqu'il illustre tout ce qu'on a dit ici dans cette émission, c'est qu'il faut se faire accompagner. Voilà. Il faut un contrat qui définit bien les choses. Et c'est malheureux ce qui est arrivé à cette cliente. Je pense qu'elle avait déjà les fonds, parce qu'effectivement, un banquier ne libère pas une somme entièrement. Donc, on l'a dit au cours de notre émission, il faut se faire accompagner et il faut avoir un maître d'œuvre. Si c'est une maison, il faut des plans, il faut savoir lire des plans, il faut savoir quand est-ce qu'on paye, parce qu'on paye normalement à l'avancement des travaux. Si vous n'êtes pas un professionnel, comment vous pouvez savoir si le béton est fait à 15% ou à 35%? Vous ne savez pas. Il n'y a qu'un accompagnement qui peut vous aider sur ça. Alors, quand le problème survient, vous pouvez faire appel à un expert, je dirais, amiable, déjà, qui va vous dire, c'est le carreleur, c'est le plombier, c'est le gros-œuvre, etc. Et puis après, si ça n'avance pas, il faut aller devant la juridiction compétente. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour vos éclaircissements. On passe tout de suite à la tribune digitale. À tout de suite. Alors, vous le savez, dans notre émission, pas de langue de bois, on dit les choses telles quelles. Je vous lis tout de suite la question qui m'a été envoyée d'un téléspectateur qui est fidèle, que je salue d'ailleurs. Il pose cette question. Comment expliquer qu'il y ait de plus en plus d'artisans venus d'ailleurs avec des pratiques douteuses, sous-traitance, entre parenthèses, a-t-il mis, et des prix astronomiques? Eh bien, je peux donner une réponse. Tout à l'heure, je vous disais, il faut faire confiance en nos artisans. Et il faut les faire travailler, quel que soit le secteur. Si on ne fait pas confiance en nos artisans, si on ne les paye pas aussi correctement, parce que là, on a parlé de problèmes sur les travaux, on aurait pu faire une émission aussi sur les artisans qui ont bien travaillé et qui n'ont pas été payés, ou qui attendent encore leur paiement. Lorsque vous mettez en difficulté les artisans, eh bien, vous fragilisez l'entreprise.
beaucoup d'entreprises, et je vais citer le cas des marchés publics, vous avez travaillé, vous avez payé vos salariés, vous avez payé vos prestataires, en tout cas une partie, et vous n'êtes pas payé, j'allais dire, le règlement ne se fait pas. Et nous sommes, j'allais dire, record de France à ce niveau-là en Martinique. Ben, votre entreprise est en difficulté, elle risque même d'aller à la faillite. Et si elle avait commencé d'autres chantiers ailleurs, ben, ces chantiers vont s'arrêter parce que l'entreprise aura coulé. Tout ça à cause d'un retard de paiement dû, là, c'est plus, j'allais dire, le problème généré par l'entreprise ou l'artisan, c'est un de ses clients qui ne l'a pas payé. On retrouve aussi le même problème avec, on veut les coûts, j'allais dire les tarifs les moins chers. Et ça, c'est normal, on est tous comme ça. Mais quand il s'agit de la sécurité de sa maison, si on va sur le moins cher, eh bien, ok, vous voulez ça à la va-vite, je vais vous le faire comme vous me l'avez demandé, mais peut-être que dans 3 ans, eh ben, il va y avoir une malfaçon, ça va fuir, peut-être que je ne suis pas assuré. Donc, le prix est important, c'est un respect des artisans, et c'est aussi un respect, j'allais dire, du travail qu'ils vont faire, donc un respect du client. J'espère que j'ai répondu à ce monsieur. Il avait abordé d'autres points. Alors, la première question était comment expliquer qu'il y ait autant d'artisans venus d'ailleurs. Alors, et le manque de confiance donc, qui soit accordé aux artisans locaux. Donc, je vais poursuivre. Aujourd'hui, les difficultés que rencontre le bâtiment, notamment sur les marchés publics, demain, il va sortir des chantiers, donc sur notre territoire. On va avoir besoin d'entreprises, d'artisans, pour construire des bâtiments, des édifices. Vous risquez de ne pas trouver d'entreprise en Martinique capable de répondre. Parce que du fait des retards de paiement, ils ne seront pas à jour de leur charge sociale. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas accéder, si c'est le cas, au marché public. Parce que comme ils sont en difficulté, eh bien, peut-être qu'ils n'auront plus les effectifs qu'ils avaient avant. Ils auront été obligés de se dépasser, de se débarrasser d'une partie de leur effectif avec des compétences, et ça a un impact aussi sur la jeunesse. Si notre jeunesse n'est pas formée aujourd'hui dans le bâtiment et correctement formée, bientôt, quand il va y avoir des commandes, on sera obligé de faire venir des entreprises de l'extérieur pour que les travaux soient faits, parce que notre secteur, je veux dire, du bâtiment aura été fragilisé par des paiements qui ne sont pas faits dans les délais, ou voire même, j'allais dire, des commandes qui ne respectent pas le vrai coût du travail. Donc tout ça, c'est à prendre en compte par nos politiques, et c'est une demande des artisans du bâtiment et de leurs représentants, et pas que les artisans, hein, même pour les grosses entreprises. Si on ne respecte pas le secteur du bâtiment, on va générer, j'allais dire, cette fragilité des entreprises, et à partir de là, oui, ça sera la porte ouverte pour des entreprises qui viennent de l'extérieur, et même des gens qui viennent faire des coûts. Parce que nos artisans, ils vivent en Martinique. C'est-à-dire, s'ils ont un problème avec un client, ils savent qu'ils vont le rencontrer demain et après-demain. Et vous avez des personnes qui peuvent venir juste pour faire des coups, vous dire « Ah ouais, c'est super pas cher, c'est génial, il faut me payer tout de suite ou en espèces », et qui disparaissent. On l'a connu, ça, en Martinique. Ça aussi, méfions-nous. On ne peut pas, j'allais dire, tout payer comme ça et puis après se dire « oui, je suis déçu, on m'a vendu quelque chose de beau, mais je ne l'ai pas eu ». Donc, soyez prudents et faites confiance aux artisans parce qu'ils vivent en Martinique. Donc, et je ne connais pas d'artisan qui a envie d'être fâché avec tout le monde. Donc ça, c'est aussi un gage de confiance. Madame Kérissia, comment envisagez-vous dans 10 ans l'artisanat local en Martinique? Comment vous voyez les choses, l'avenir dans le long terme? Alors moi, j'espère qu'il sera encore toujours aussi florissant et toujours d'actualité. Comme disait le président, on a encore, nous, ce problème à l'heure actuelle dans le BTP. Je pense que notre gros problème, c'est pour ça que tout à l'heure, la personne qui vous a fait ce courrier vous disait qu'on faisait appel à des entreprises étrangères. On a un problème de main-d'œuvre en Martinique. Et ça, c'est depuis, je pense que ça s'accentue après le Covid. Le BTP n'attire plus parce que on a tous ces problèmes de paiement, on a des entreprises qui ferment. Et après, on a des jeunes, les réseaux sociaux jouent aussi beaucoup là-dessus. Il faut savoir aussi qu'on a aussi un métier qui est les artisans du BTP sont beaucoup attaqués par le travail au noir. Ça, on l'a vu aussi. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est carreleur, tout le monde est électricien, tout le monde est maçon. Donc ça aussi, il faut qu'on fasse attention à ça. Donc je souhaite que le BTP continue. De toute façon, on n'a pas le choix. On aura toujours besoin de construire des maisons, des routes, des câbles ont toujours besoin d'être passés. Même si on a le Wi-Fi maintenant, il faut toujours avoir des câbles pour pouvoir alimenter la borne. Donc
On a encore beaucoup d'avenir dans le BTP. Après, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ça. Et comme disait le président tout à l'heure, il faut vraiment parler des choses qui fonctionnent pour attirer nos jeunes. C'est-à-dire leur dire qu'on peut vivre dans le BTP, on peut gagner de l'argent, on peut vivre de sa passion, on peut faire du numérique. Il y a plein de choses qui sont nouvelle génération dans le BTP. On a un métier d'avenir. Moi, j'y crois encore. Et je participe aussi à la formation des jeunes. On prend des apprentis, des stagiaires. Donc oui, tant qu'on aura des maisons à faire, le BTP existera. Et je pense que les gens n'auront pas fini de se loger, puisqu'on fera des enfants qui vont grandir. Mais après, moi, je vais surtout intervenir sur le fait que quand on construit, c'est le projet d'une vie. Donc on ne peut pas faire les choses à la légère. C'est vraiment important. Et le bureau d'études a son importance. C'est vraiment l'étude, elle est vraiment très importante quand on a un projet de construction. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Et c'est vraiment sur ça que je veux vraiment... Ah oui, je vous remercie. D'ailleurs, le conseil est pour moi et puis également, j'imagine, pour tous les Itata. Alors, il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser la parole à chacun de vous quatre pour répondre à cette question. Est-ce que, on va commencer par vous, Monsieur C.H. Capgras, est-ce que nous pouvons faire confiance, nous, clients, à nos artisans peut-être pas les yeux bandés, aveuglément, mais enfin, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une vraie expertise ici en Martinique? Il y a une expertise. On peut leur faire confiance, mais pas les yeux bandés. Il faut déjà se faire confiance. Et comme disait le président Salomon, il faut savoir quel est le juste prix pour tel ouvrage. Donc, à partir du moment où on sait que le prix est juste, que l'artisan est assuré, l'artisan est formé, il n'y a pas de problème. Super. Voilà. D'accord. Et encadré, effectivement. Il faut qu'il soit... Et comme vous avez plusieurs entreprises sur un chantier, il faut un encadrement qui puisse enclencher les tâches et voilà, l'une après l'autre. Merci de votre intervention lors de cet échange, de ce débat, Monsieur Capgras. Et nous le rappelons, vous êtes président du COBATI, c'est une association qui regroupe un certain nombre de corps de métier et également expert judiciaire dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup. Madame Cléricia, quelques mots, courtement? Oui, vous continuez à nous faire confiance. Après, comme on disait, il faut vraiment suivre les étapes et c'est pas prendre les choses à la légère. Se faire accompagner, c'est très important. Et voilà, mais il faut nous faire confiance, oui, et on aura encore un bel avenir. Super. Maître Chantalou Nordé. Oui, moi je dirais que faire confiance, mais avoir une confiance qui doit être éclairée par une assistance sur le point de vue technique et être éclairée juridiquement à toutes les étapes, donc en amont, pour savoir comment faire, donc les bons choix. Et puis même quand survient éventuellement la difficulté, ne pas simplement réagir par le coup de sang ou spontanément, mais également le conseil pour savoir quoi faire et quels sont les moyens d'action, parce qu'il y en a. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas croire qu'à une problématique, il n'y a pas de réponse. Il y a toujours des réponses, savoir qu'il y a des assurances, comment les activer. Donc être conseillé à toutes les étapes, donc avoir une confiance, mais éclairée. Très bien, merci. Et on finit avec vous, Monsieur Salomon. En quelques secondes, quelques mots. Oui, faites confiance aux artisans, tout en étant, j'allais dire, éclairés, comme le disait Maître Chantalou, donc être responsable, ne pas se fier, j'allais dire, à des prix alléchants qui souvent sont gages d'une qualité fragile, et confiance aux artisans. Comme l'a dit M. Capgras, le risque zéro n'existe pas. Mais avec un artisan, vous limitez le risque. Et bien sûr, renseignez-vous donc sur, j'allais dire, ce qu'il fait, le rencontrer, qu'il vienne vous voir. On ne choisit pas, j'allais dire, son artisan pour construire sa maison au téléphone. Il faut vraiment, j'allais dire, avoir le maximum d'informations. Très bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous les Itata de nous avoir suivis. En Martinique, on dit souvent que certains chantiers ont une vie plus longue que certaines relations. Nous vous conseillons de construire en paix, bien évidemment, et d'être entouré par les bons professionnels. À très bientôt. À jeudi. À bientôt.